Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à tous et bienvenue sur Multi-21. Les week-ends se suivent et se ressemblent. Nous sommes encore une fois en Autriche pour un week-end de F1. Nous sommes encore une fois accompagnés de Louis. Salut Louis. Salut Clément, salut à tous. Et c'est encore une fois Max Verstappen qui a gagné la course. Avant qu'on parle de cette course, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ce circuit du Red Bull Ring qu'on a eu 2 fois par an ces 2 dernières années. Il y a quelques temps, moi j'avais sorti un article où je parlais d'alternance du calendrier et parmi les circuits que je voulais voir en alternance 1 an sur 2, je mettais ce Red Bull Ring. Toi tu aimes bien ce circuit, mais une fois maximum par an, voire une fois tous les 2 ans, on est d'accord Louis que c'est largement suffisant pour ce circuit qui nous offre quand même très souvent des courses moribondes. Oui, la semaine dernière c'était pas terrible, il y avait un peu plus d'action aujourd'hui. Maintenant c'est vrai que ce circuit-là, moi je le trouve plutôt sympa, il est au milieu des montagnes, c'est quand même très beau. C'est un circuit à Oui. l'ancienne, même s'il a été refait depuis les grandes heures de l'Österreichring. Mais oui, c'est un très beau circuit. On a vu en plus il y a une vraie ferveur là-haut avec plein de fans hollandais qui étaient venus pour Verstappen. En tout cas, je trouve que visuellement c'est très beau, il y a des courses qui peuvent être intéressantes, c'est un vrai circuit. C'est intéressant d'y aller, mais voilà, comme tous les circuits de la saison, je pense qu'une fois par an c'est très largement suffisant. Il n'y avait pas moyen, enfin, il y avait pas vraiment d'intérêt à y aller 2 fois de suite, d'autant qu'on a déjà 23 Grands Prix qui étaient prévus cette saison. Et d'autant plus 2 fois de suite à une semaine d'intervalle. Oui, et puis on pouvait peut-être aller sur d'autres circuits justement pour s'ils voulaient vraiment faire ces 23 courses. Et en ce qui concerne l'alternance, on en reparlera peut-être cette semaine ou la semaine prochaine, on fera des petits live Twitch et puis on parlera de ça de façon plus longue. Revenons donc sur la course avec une victoire de Max Verstappen. La semaine dernière, on avait analysé les 2 Grands Prix, le Grand Prix de France et le Grand Prix de Styrie, en disant qu'on était peut-être dans ce triple header à un moment charnière de la saison, à un moment où Verstappen pouvait écraser les Mercedes sur des circuits traditionnels. Et bien pour la 3e semaine de suite, c'est le cas. Alors la première semaine au Paul Ricard, c'était par un coup tactique très audacieux et très bien réussi. La 2e semaine, Verstappen semblait hors d'atteinte au Red Bull Ring. Et là, rebelote mon cher Louis, Verstappen a semblé trop loin, trop fort pour les 2 Mercedes. Et oui, effectivement, là, Verstappen a pris une grosse option sur le titre. Alors, c'est loin d'être fait. Il reste encore beaucoup de courses. Il a quand même une bonne avance. Il peut se permettre d'abandonner une fois et de voir Hamilton gagner. Il sera toujours en tête du championnat. Malgré ça, c'est loin d'être fini. J'ai aucun doute sur le fait que Mercedes, qui est quand même une écurie très puissante, va revenir, va être capable de gagner des courses et va être capable de boucher en tout cas une partie de ce retard. Mais oui, c'est pour l'instant une très bonne opération et je pense que chez Red Bull, on a beaucoup le sourire. Je pense que Christian Horner peut être très satisfait de ses troupes pour le moment. Ouais, et puis en plus, c'est le rythme en course de Max Verstappen qui est impressionnant parce qu'au-delà de son meilleur tour qui est 1 seconde et demie plus rapide que le meilleur tour d'un autre pilote qui est Carlos Sainz derrière, il fait quand même un meilleur tour en 1 minute 6.2 et Sainz c'est en 1 minute 7.7, voire même un peu plus. Et surtout, moi j'avais regardé ses tours, il y a au moins 15 tours qui sont dans ce gap-là, c'est-à-dire que lui, en réalité, fait les 15 meilleurs tours de la course. Et c'est là où il est très impressionnant, c'est que malgré le fait qu'on l'a senti tout en gestion, tout en relâchement, on se souvient de la radio sur le 2e arrêt au stand où lui comme Horner ont l'air tellement calme, enfin tout se passe comme prévu quoi. Et malgré ça, il enchaîne les tours ultra rapides. Enfin, c'est hyper impressionnant. On a appris dernièrement que Mercedes annonçait ramener encore une fois des améliorations jusqu'à la fin de la saison, lutter pour le titre, ne pas lâcher. Mais quand même, Red Bull est très très impressionnant sur ce type de circuit. La Red Bull est collée au sol dans les courbes rapides. On se croit revenu aux grandes heures de Sébastien Vettel chez Red Bull ou à Monza, malgré la plus petite vitesse de pointe du plateau, il gagnait parce que dans Ascari, la voiture était scotchée au sol. Et là, on va arriver à Silverstone et ça va être encore une fois, peut-être la même tambouille. Et véritablement, Max Verstappen, au cœur de l'été, peut, juste avant qu'on remette les pneus Pirelli, et ça on va en parler après, mettre un gros coup de fouet. Et justement, je vais te demander, les nouveaux pneus Pirelli vont arriver. On sait que la dernière fois que des pneus Pirelli ont été changés en cours de saison, c'était en 2013, et d'une saison qui était relativement serrée, même si Sébastien Vettel était en tête. On est passé à une écrasante domination de Vettel qui avait gagné 9 courses de suite avec ses nouveaux pneus Pirelli. Là, on change encore une fois de structure. Est-ce que Max Verstappen n'a pas voulu justement prendre le maximum d'avance avant ce changement pour se garder un petit matelas d'avance au cas où c'est la Mercedes qui bénéficie de ces nouveaux pneus? Bah, oui, oui et non. De toute manière, changement de pneu ou pas, tu veux toujours avoir le plus d'avance possible sur tes adversaires. Tu préfères faire la course en tête que d'être loin derrière et de devoir regrappiller ton retard. Mais oui, effectivement, ça peut jouer. Tu parles de la saison 2013. Moi, c'est encore un traumatisme hein, dans mon petit cœur de Moi fan aussi, de t'inquiète pas, Fernando on est Alonso, ensemble là. parce que Ouais.
parce que oui, Alonso avait une vraie chance de titre à ce moment-là, et puis à partir du moment où les pneus ont changé, c'était un championnat complètement différent. Est-ce que ce sera de nouveau la même chose? Est-ce que finalement ça n'aura pas beaucoup de changements? On ne le sait pas. Et ce sera un peu la surprise. Maintenant, on ne peut qu'espérer que ça ne changera pas trop la physionomie de ce championnat qui, pour l'instant, reste encore assez ouvert et qui est particulièrement intéressant. Ceci dit, je dis que le championnat reste particulièrement ouvert. C'est quand même la 5e victoire consécutive de Red Bull et la 5e victoire consécutive de Honda aussi. Et c'était pas arrivé depuis 1988 et la grande période McLaren-Honda. Effectivement. D'ailleurs, je crois qu'en 88, tu me corrigeras si je dis des bêtises, mais il gagne 15 des 16 courses cette année-là avec la McLaren Honda de 88. Il me semble que c'est ça. Oui, C'est 15 sur c'est 16. ça. C'est facile, c'est le plus gros taux de victoire dans une saison cette année-là. Ils avaient perdu qu'une seule course dans toute la saison. Voilà. On avait revu, bien évidemment, on n'était pas né à l'époque, mais on avait revu les courses en replay comme tout fan de F1. Bien sûr, bien sûr. Derrière donc cette grosse bataille Red Bull-Mercedes pour le titre, se joue une bataille pour la 3e place McLaren-Ferrari. C'est encore une fois peut-être pas celle qu'on avait vue en début de saison, mais c'est celle qui est là. Et dans cette bataille McLaren-Ferrari, toi en tant que fan de McLaren, j'exige que tu sois objectif sur la question, bien évidemment, mais est-ce que c'est pas Lando Norris qui à lui tout seul va faire la différence? Tant on a vu lors de cette course-là une bataille serrée entre Ricciardo et les deux Ferrari. Finalement, Ricciardo était en lutte avec Sainz et Leclerc et Norris était loin devant. Norris, lui, se bataillait pour le podium. Bah oui, Norris, il a fait une course exceptionnelle de nouveau, hein, malgré sa pénalité. Il a réussi quand même à terminer sur le podium. Sans sa pénalité, il ressortait les stands devant Bottas et il terminait 2e. C'est assez incroyable ce qu'il fait Norris, c'est son 3e podium de la saison déjà. Et quand on voit que Ricciardo péniblement termine 7e avec la même voiture, on peut se poser des questions. Et effectivement, Norris, il est à plus de 100 points, je crois qu'il est à 101 ou 102 points, je ne sais plus exactement. Il est à plus de 100 points au championnat quand Ricciardo n'est qu'à 40. Et c'est quand même un score qui devient très inquiétant pour Ricciardo. Il va falloir se reprendre très vite. D'autant que effectivement la lutte avec Ferrari est extrêmement serrée et surtout que Carlos Sainz, qui lui aussi découvre sa nouvelle voiture, semble beaucoup plus à l'aise que Ricciardo. Donc là, c'est celui qui peut faire la différence, c'est Norris ou Ricciardo dans le mauvais sens. Ouais, Ricciardo n'a que 20 points de retard sur les deux pieds de Ferrari, mais tu as dit, Lando Norris en a 40 et c'est sur un de ces deux gaps-là que ça va se jouer. À voir de quel côté, mais Lando Norris est bluffant. On rappelle qu'il est toujours devant Valtteri Bottas au championnat et que, encore une fois, aujourd'hui, il fait une course où il est clairement en lutte avec les Mercedes, avec la Red Bull. De Sergio Pérez, ça on va en reparler. Et puis il fait une course très intelligente, il attaque quand il doit, il laisse passer Hamilton quand il sent qu'il ne peut pas passer, il revient après. Enfin, Lando Norris, c'est bluffant course après course et porte véritablement McLaren. Justement, cette bataille Norris-Pérez, mon cher, nous a occasionné une sortie de la route de l'ami Pérez et donc une pénalité pour Lando Norris. Sergio Pérez qui a fait la même chose 2 fois après à Charles Leclerc. On a vu des pénalités dans tous les sens sur cette course. Et pourtant, on a réussi à trouver une bataille super propre qui a duré plusieurs tours entre deux pilotes dont on ne doutait pas du talent, bien évidemment. C'est la bataille entre Alonso et Russell qui a sans doute été la plus belle bataille en piste et qui nous a prouvé que deux pilotes de talent, ça ne se sort pas et ça se respecte. Et oui, effectivement, c'était vraiment une bataille magnifique. J'ai adoré cette bataille entre ces deux pilotes. D'un côté, on avait Russell qui défendait sa 10e position, qui était quand même très très importante pour lui et pour Williams, hein, parce qu'il faut ouvrir ce compteur de points pour Williams. Et il doit le faire cette saison, Russell. Mais là, c'était vraiment l'occasion pour lui et il avait vraiment à cœur, je pense, de garder cette 10e place. Mais derrière lui, il y avait Fernando Alonso qui est quand même pas à la moitié d'un manche non plus, et il y avait vraiment une bataille incroyable avec d'un côté un Fernando Alonso qui a mis en place tout un tas de stratagèmes, qui a vraiment été puisé tout au fond de son talent et de son immense expérience pour tester toutes les trajectoires possibles, pour essayer de déstabiliser Russell, pour essayer un coup à l'extérieur, un coup à l'intérieur, un coup de sortir mieux d'un virage, un coup de plonger plus tard dans le virage, etc. Il a vraiment tout essayé, Alonso. Et puis il a réussi à faire une petite erreur à Russell, qui a finalement ouvert la porte, alors que jusque-là, il avait vraiment défendu brillamment. Et c'est une victoire dans cette bataille particulière pour Fernando Alonso, ce qui me réjouit bien sûr, hein, puisque tu sais que je suis fan d'Alonso et qu'il m'a vraiment régalé. Mais je pense que même s'il était resté derrière, Alonso, j'aurais apprécié cette lutte tout autant et j'aurais été très heureux pour Russell qui marque un point. Dans tous les cas, l'issue était joyeuse pour moi parce que c'est deux pilotes que j'aime beaucoup et ça me fait grand plaisir d'avoir vu cette très belle lutte entre ces deux pilotes qui confirment qu'ils sont très talentueux et très propres.
Ouais, et puis Norris, s'il avait marqué un point, ça aurait quasiment tué dans l'œuf la bataille pour la 9 place au classement constructeur, parce qu'on voit mal As, à part sur une course, on ne sait pas, type Allemagne 2019 où Kubica avait marqué un point pour Williams, on voit mal As marquer un point là dans ces conditions d'ici la fin de l'année. Et je reviens sur ce que tu as dit sur les trajectoires d'Enzo, mais enfin, déjà ces trajectoires dans le virage 3 dans Remus, elles sont dingues, parce qu'il va chercher, et vraiment il longe la bande extérieure pour aller chercher le maximum d'adhérence. Tu sais, tu comprends il connaît parfaitement sa voiture et qu'il sait parfaitement où aller chercher le maximum de vitesse, même si c'est la trajectoire la plus longue et soi-disant la plus lente. Mais moi, j'ai regardé plusieurs de ses tours en on-board, et en fait, c'est dans le virage 6, dans Roach, dans le premier des doubles gauches, où il va chercher très à l'extérieur pour plonger, pour essayer quasiment de passer à l'intérieur dans le virage 7. Et la façon qu'il a de le faire, c'était quasiment le seul du plateau à le faire. En fait, au lieu d'essayer de plonger à l'intérieur comme un âne, comme tout le monde, comme ils ont fait aussi en F3 dans le virage 6, lui, il allait chercher vraiment à l'extérieur dans le virage 7 pour replonger et être finalement sur la trajectoire intérieure entre le 6 et le 7. Et ouais, ces trajectoires, ça fait tellement plaisir de voir un pilote faire ce genre de choses. À chaque fois que Fernando Alonso fait ça, forcément, on est conquis, on trouve ça extraordinaire, mais bon... c'est Alonso. Et puis Russell qui lui laisse juste la place de sa monoplace pour pouvoir défendre, fermer la porte tout en ne le mettant pas dehors, tout en ne le mettant pas dans l'herbe, dans les graviers. Et voilà, Russell qui se battait pour un exploit, hein, parce que c'est un déclic psychologique, on l'a dit la semaine dernière, mais le jour où il arrivera à marquer un point pour Williams, ça sera un déclic psychologique pour Williams et pour lui. Mais malgré ça, il l'a fait de façon très très propre, et il n'a jamais cherché à sortir son adversaire et à prendre 5 secondes. Donc ouais, là-dessus, honnêtement... superbe bataille, et on espère en voir pour toutes les positions l'an prochain, parce que c'est extraordinaire, même cette année, parce que c'est extraordinaire ce genre de bataille où tu as envie que les deux pilotes finissent devant l'autre tellement ils le méritent tous les deux. Moi je trouve ça génial. Ouais, exactement. Maintenant qu'on a abordé nos 3 petits points de la course, je te propose de passer au flop d'or sur cette course, et un flop d'or qui finalement est assez tardif et qui est arrivé dans les tout derniers instants de la course, je pense. Ben oui, tu étais d'accord avec moi, mais Kimi, là, c'est plus possible. Ah là Kimi là, Raikkonen, non. c'est plus possible. Non. Premier accrochage avec Russell, justement. Et puis second accrochage avec Vettel dans le tout dernier tour, alors qu'il n'y avait plus d'enjeu, alors que Vettel était passé. Vettel reste sur sa trajectoire, et Kimi, on ne sait pas ce qu'il fait, il se rabat et il vient envoyer Vettel dans le décor. Alors j'ai pas envie de fustiger Kimi pour envoyer Vettel dans le décor, moi ça me fait toujours plaisir de voir Vettel terminer dans les graviers. Mais non, là c'est plus possible, Kimi, il va falloir s'arrêter. Ouais, et puis là, maintenant, depuis quelques temps, alors il y a des moments de génie toujours de Kimi Raikkonen, parce que son intelligence de course est toujours la même, ça y a pas de souci, et on sait que sur un départ il peut gagner 10 places, on sait que voilà, il est capable de moves incroyables, mais en termes de vitesse pure, il l'a plus, tu le vois en qualif. Honnêtement, en qualif, cette année, c'est vraiment, par rapport à Giovinazzi, c'est vraiment pas possible. Et puis là, en course, sur la fin de course, faire 2 erreurs comme ça, coup sur coup, quand t'en fais une première, quand t'accroches Russell comme il le fait, théoriquement, sur les tours suivants, tu dois être un peu alerte, et tu dois éviter de te faire prendre comme ça. Et là, ce qu'il fait sur Vettel, tu ruines la course d'un autre pilote dans les tout derniers instants de façon inutile pour une 12e place ou une 11. Non, c'était pour la 11e place. Vettel venait de le passer, donc il était 12e. C'était pour la 2e place, parce que Russell était 11e. Voilà, j'ai retrouvé. Donc c'était pour la 12e place, et tu fais ça, c'est pas possible, tu vois. Et là, j'ai retrouvé, puisque je tiens un jour mes petits classeurs de qualification pour savoir qui est le plus rapide. Et Giovinazzi est toujours 0,5% plus rapide que Raikkonen en qualification depuis le début de l'année. Giovinazzi est toujours dans les 102% de la pole quand Raikkonen est en 102,5. Donc sur 8 courses qu'on a eues, 9 courses qu'on a eues, tu peux pas laisser un pilote comme Giovinazzi, qui est pas le plus rapide au monde, être devant toi en vitesse de qualif. C'est pas possible. Là, Kimi, il va avoir quoi, 42 ans cette année? Je sens que c'est ça, il va avoir 42 ans Oui, en il fin a d'année. plus de 40 ans, c'est sûr, mais oui, je sais plus exactement. Ouais, je crois qu'il est de 79, donc il va avoir 42 ans cette année. Voilà, je le vois mal redémarrer encore une saison à 42 ans, la terminer à 43 ans. Pour le coup, méga respect à ce qu'a fait Michael Schumacher en 2012 de le faire à 43 ans, mais pour Kimi, ça semble beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et là, c'était très dangereux ce qu'il a fait sur Vettel en fin de course quand même.
Donc flop d'or. Ouais, Je te c'était rejoins, flop dangereux, puis d'or. ouais, flop d'or. Et c'était très dangereux, et c'était en plus du même acabit de ce qu'il avait fait sur Giovinazzi, justement, au Portugal, où il est juste derrière, il Oui, réfléchit pas, il réagit pas, on a vraiment l'impression qu'il est endormi, et boum, ça va au contact. C'est vraiment incompréhensible, et c'est surtout indigne d'un pilote de Formule 1. ouais, tout à fait. Et puis peut-être qu'on en reparlera aussi cette semaine de choses indignes d'un pilote de Formule 1 lors des lives, notamment la vitesse de pointe de Latifi qui commence vraiment à poser problème lorsqu'on voit ce qu'est capable de faire Russell au volant de la Williams. On ne demande pas à Latifi d'être Russell, mais on lui demande d'être au moins un intermédiaire entre ce qu'il est là et ce qu'est Russell. Donc on en parlera peut-être cette semaine, mon cher Louis. On verra le programme des prochains jours. Ça m'a l'air alléchant, en tout cas. Oui, on verra ce qu'on va faire. En tout cas, merci à toi de nous avoir éclairé sur cette course et notamment sur cette bataille du midfield, enfin du haut du midfield maintenant, parce que le midfield est complètement scindé en deux en vrai. Oui, c'est vrai qu'il y a une fracture qui semble apparaître. Ça, c'est un truc qu'on pourrait aborder en live aussi. Effectivement, ouais, qu'en fait maintenant on a 4 groupes finalement de voitures, voire quasiment 5 puisque les As sont leur seul groupe, mais on a quasiment 5 groupes de voitures. Et la hiérarchie n'est pas si regroupée que ça ces derniers temps. Oui, effectivement. En tout cas, merci à vous aussi de nous suivre, hein, et tu vas nous rappeler le Twitter. Clément, rejoignez-nous sur Twitter, mettez la cloche aussi sur YouTube. Et Clément va nous rappeler le Twitter, parce que c'est super important de nous suivre sur Twitter. Alors, @multi21_podcast et suivez-nous aussi sur YouTube, bien évidemment, comme l'a dit Louis, puisque à partir d'un certain nombre d'abonnements, on pourra monétiser les vidéos. Et ça, c'est pas pour gagner de l'argent, mais évidemment, c'est juste pour entrer dans les frais du site et donc sortir encore plus d'articles. Et étant donné que les articles marchent bien, et ben, je suppose que ça vous intéresse. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, abonnez-vous au Twitter, venez échanger avec nous, on est tout le temps disponible sur Twitter. Et puis, on se retrouve dans 2 semaines pour le Grand Prix de Grande-Bretagne. Salut! Salut à tous!